Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parenthèse, la nouvelle émission proposée par Apostrophe en co-animation avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Mathéo, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va. Nous vous proposons un rendez-vous autour des événements majeurs qui ont marqué l'actualité des derniers jours. Nous sommes bien sûr entourés de superbes chroniqueurs. Antoine qui revient sur l'actualité internationale à ne pas manquer. Bonjour Antoine. Bonjour Mathéo. Salut Samuel. Quant à toi, tu nous proposes un zoom politique pour tout savoir sur ce qui anime la France. Et effectivement, je vais faire un tour de l'ensemble des feuilletons qui agitent le paysage politique français. Super, et Quentin, tu nous embarques dans une histoire insolite en plein cœur de la guerre froide. Et vous allez pas être déçus, vous allez voir. Et aujourd'hui, Émilie, tu reviens sur les likes de la semaine, un point réseau sur les plus grandes infos qui ont tourné ces dernières semaines. Exactement, on revient sur tout ce qu'il fallait pas manquer. Et pour commencer, l'essentiel sur le monde décrypté par Antoine. Depuis plus de 75 ans, la question palestinienne reste sur les tables des négociations sans trouver de réponse. Mais cette semaine, un geste politique a fait bouger les lignes. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, a décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Lundi 22 septembre, Emmanuel Macron a annoncé devant l'Assemblée générale de l'ONU que la France reconnaissait officiellement l'État de Palestine, un geste diplomatique fort salué comme historique. Le lendemain, le président s'est félicité d'un mouvement collectif, alors que plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Australie et même le Luxembourg ont fait de même. Mais attention, Paris met des conditions à cette reconnaissance. Un cessez-le-feu durable à Gaza doit être instauré. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lui aussi lancé un avertissement. Rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien, a-t-il déclaré. Et puis, il y a eu Donald Trump, fidèle à lui-même, il a fustigé la décision française, critiqué l'ONU et défendu une ligne dure aux côtés d'Israël. Pour le président américain, reconnaître la Palestine reviendrait à récompenser les atrocités du Hamas. Seul petit point d'accord avec Emmanuel Macron, la nécessité d'un cessez-le-feu. Trump l'a dit à sa manière, il faut que cela cesse. Et à plus de 7000 km de là, une petite révolution politique secoue le Népal. Oui, ce sont les jeunes, la génération Z, c'est comme ça qu'on les appelle, qui imposent le tempo politique. Depuis début septembre, ils manifestent massivement contre un gouvernement jugé corrompu et un mode de vie qu'ils estiment dépassé. Le point de départ, l'interdiction de 26 réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, et j'en passe, la liste est encore longue. Le mouvement a pris une ampleur inédite. Résultat, aucune trace du président. Le Premier ministre a fini par démissionner et une nouvelle figure se trouve à la tête du pays. Sushila Karki, ancienne chef de la Cour suprême qui a été nommée première ministre par intérim et première femme à diriger le Népal. Le message des jeunes est clair, changer de mode de vie et tourner la page des vieux dirigeants. Et cap sur les Caraïbes désormais, où la tension monte d'un cran entre Washington et Caracas. L'armée américaine a coulé 3 bateaux vénézuéliens accusés de narcotrafic, tuant 11 narcoterroristes. Problème, ces embarcations appartenaient aussi à la marine de guerre du Venezuela. Caracas crie à l'agression et parle d'attaque contre sa souveraineté. Les États-Unis, eux, assument. Pour eux, il s'agit de lutter contre les réseaux de drogue qui sont particulièrement nombreux dans cette zone. Le président Trump l'a dit lui-même, « Je veux éradiquer les cartels de drogue ». Pour ce faire, Washington a déployé 7 bâtiments de guerre dans les Caraïbes, accusant son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue. Mais derrière ce bras de fer, une vieille rivalité stratégique entre les deux pays refait surface et une guerre non déclarée pourrait bien voir le jour. Pour le moment, le président vénézuélien invite Donald Trump à, je cite, « préserver la paix par le dialogue ». Et enfin, retour en Europe où Moscou provoque à nouveau l'OTAN. Oui, le 19 septembre, 3 chasseurs russes MiG-31 ont franchi l'espace aérien estonien au-dessus du golfe de Finlande, près de l'île de Venlou. Pendant 12 minutes, ces appareils ont volé sans plan de vol déclaré, transpondeur éteint avant d'être interceptés par des F-35 italiens de l'OTAN. Comme à son habitude, Moscou conteste la version de l'OTAN. Et ce n'est pas un cas isolé. Le 10 septembre dernier, 19 drôles du Kremlin ont survolé le ciel polonais. 3 jours plus tard, c'est au tour de la Roumanie de déplorer l'intrusion d'appareils russes dans son territoire. Et puis, mardi 23 septembre, des drones ont forcé la fermeture temporaire des aéroports de Copenhague et d'Oslo. L'Estonie, elle, a adopté la même ligne que ses voisins européens, convoquant l'ambassadeur russe et dénonçant une atteinte grave à la souveraineté nationale, comme l'a rappelé son ministre de la Défense, Hanno Pevkur. Depuis le début de l'année, les intrusions se multiplient, provocation sur provocation, souvent à proximité des frontières de l'OTAN. Pour les pays baltes, chaque survol est une démonstration de force du Kremlin, destinée à tester la réactivité de l'OTAN. Vladimir Poutine met à l'épreuve la détermination de l'Occident et joue au chat et à la souris avec les Européens. Alors il reste une interrogation centrale, jusqu'où Moscou est-elle prête à aller sans franchir le seuil de l'escalade ?
mais la crainte reste la même qu'un simple incident se transforme en une étincelle de la guerre. D'autant que l'OTAN, pour l'instant, préfère jouer la sécurité, ne pas rentrer dans le jeu de l'escalade. Mais on se souvient quand même des avions russes qui étaient abattus par la Turquie. Plusieurs fois dans l'histoire, d'ailleurs, c'est arrivé. Il n'y avait pas eu de réponse russe, mais en tout cas, ça montre que c'est possible, en tout cas, de répondre. Eh ben, merci beaucoup Antoine pour ce point international. Samuel, quant à toi, tu as beaucoup de choses à nous dire sur la politique française. Ah, la politique française en ce mois de septembre 2025, c'est un peu comme une symphonie dissonante, un ballet où chacun tente de trouver sa place sans jamais vraiment s'accorder. D'abord, Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, est sur tous les fronts et notamment face aux syndicats. Depuis sa nomination, il enchaîne les rendez-vous avec ces derniers, multipliant les gestes d'ouverture sans vraiment dévoiler ses cartes. Lundi, il recevait Frédéric Souillot de l'AFO, après avoir reçu tour à tour les leaders des derniers syndicats. Cette fois, la partie prend une autre tournure. Mercredi matin, Matignon ouvrira ses portes face à toute l'intersyndicale réunie. Les syndicats ont fixé un ultimatum, un abandon total du projet budgétaire imposé par Bayrou, ou alors une nouvelle grande journée de mobilisation avec à la clé une France totalement bloquée. Lecornu sait que sa survie politique dépend de sa capacité à ménager la chèvre et le chou. Les syndicats ne sont pas les seuls à faire couler de l'encre. Au sommet de l'exécutif, les non-dits retentissent fort. Guillaume Tabar, dans le Figaro, parle, je cite, d'une fatale rupture entre Emmanuel Macron et ses anciens lieutenants. Cette fracture pousse l'exécutif vers une recomposition délicate, avec un Premier ministre qui peine déjà à former son gouvernement sous la pression. Le tableau est inquiétant, Lecornu ne fait pas de mystère de ses difficultés à bâtir une équipe solide. Et la politique française retient son souffle. On sent la valse hésitante d'un pouvoir qui vacille entre continuité et implosion. Mais maintenant, les regards se tournent vers Paris. Et oui, puisque Michel Barnier, cadre de droite, compte bien s'imposer avec une victoire, je cite, claire et nette. Au second tour, dans un contexte où la gauche se délite et l'extrême droite rôde toujours. Le scrutin est alors à prendre comme un indicateur de confiance envers les institutions françaises. Et puis, il y a le coup d'état diplomatique d'Emmanuel Macron à l'ONU qui résonne encore fortement. Je parle bien sûr de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine, un geste applaudi sur la scène internationale et notamment par les Palestiniens eux-mêmes. Ces derniers appellent désormais à des mesures concrètes contre Israël. En France, ce pas symbolique a déclenché des réactions passionnées. Plusieurs mairies ont déjà hissé le drapeau palestinien, ce qui bien sûr divise le pays. Cette posture à la fois courageuse et risquée illustre toute la complexité de la diplomatie française. Alors voilà, entre négociations syndicales sous tension, coup de théâtre à Matignon, bataille électorale à Paris et diplomatie courageuse, le paysage politique français reste un théâtre d'incertitude. Lecornu tient la barre face à la tempête, mais jusqu'à quand ? Le président Macron, lui, navigue entre grandeur internationale et défis intérieurs. Le feuilleton continue donc avec cette incroyable envie que demain soit enfin un jour un peu plus calme. Je pense que la vraie question, c'est de savoir si le gouvernement français va trouver un Premier ministre qui va durer plus d'une année. D'autant plus en majorité, C'est compliqué. Ouais. ça s'avère compliqué. Eh ben, merci beaucoup Samuel. Maintenant, on remonte le temps avec Quentin. Cette semaine, je vous emmène en plein cœur de la guerre froide, ou plutôt à la fin de la guerre froide. On est dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983. Il faut s'imaginer un bunker soviétique très peu éclairé, où des soldats russes ont pour mission de scruter le ciel. Pour remettre un peu de contexte, la guerre froide voit s'opposer les États-Unis à l'URSS. Les deux géants ne s'affrontent pas directement. Pour une simple et bonne raison, ils possèdent à eux deux des dizaines de milliers d'ogives nucléaires. Mais alors, que s'est-il vraiment passé la nuit de septembre 1983 ? Cette nuit-là, un officier et de service, Stanislav Petrov, lieutenant-colonel de 44 ans, très expérimenté, son rôle est crucial, il est chargé de surveiller les écrans qui doivent signaler un éventuel tir de missiles américains. En gros, si une attaque est détectée, il doit en informer au plus vite ses supérieurs qui n'hésiteront pas à riposter. Sauf qu'en pleine nuit, une alarme retentit. Sur l'écran, un missile américain est signalé, puis quelques secondes plus tard, 4 autres apparaissent. C'est l'impensable, l'ordinateur lui dit clairement que les Américains viennent de lancer une attaque nucléaire. Le protocole veut donc que qu'ils préviennent Moscou immédiatement. Le Kremlin se mettrait alors en alerte, prêt à lancer une contre-attaque. Nous parlons ici du début d'une guerre nucléaire. Seul face à ces écrans, Stanislav n'a que quelques minutes pour décider.
et au milieu du vacarme des alarmes, quelque chose cloche. Il réfléchit, pourquoi les Américains ne lanceraient que 5 missiles. Une vraie attaque aurait été beaucoup plus massive pour détruire l'URSS totalement d'un seul coup, et surtout les radars terrestres, eux, ne confirment pas cette alerte. Alors Petrov prend une décision qui va à l'encontre de tout ce qu'il a appris. Il déclare que l'alerte est fausse et qu'il s'agit d'une défaillance technique, tout en espérant évidemment que son choix est le bon. Et que s'est-il passé par la suite ? Eh bien, Stanislav Petrov avait raison, ce n'était pas une attaque américaine. En fait, les satellites avaient confondu le reflet du soleil sur les nuages avec le lancement de missiles. Grâce à son sang-froid, l'humanité a clairement évité une guerre nucléaire, je pense qu'on peut le dire. Et pourtant, l'officier russe ne sera pas célébré comme un héros. L'incident reste secret, classé confidentiel. En fait, l'armée soviétique préfère se taire plutôt qu'avouer la défaillance de son système. Petrov lui-même sera mis sur la touche, presque ignoré. Et ce n'est qu'après la chute de l'URSS, dans les années 90, que son geste sera révélé. Depuis, il a reçu quelques prix honorifiques, y compris à l'ONU, mais toujours avec une certaine modestie. Jusqu'à sa mort, il n'aura cessé de dire « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'étais juste au bon moment, au bon endroit ». Il y a d'autres cas comme celui-ci ? Il y a par exemple en 1962, pendant la crise des missiles à Cuba, la marine de guerre soviétique et la marine de guerre américaine se font face. Encore une fois, une alerte est lancée, mais c'est une fausse alerte. La guerre nucléaire est évitée de justesse. On passe souvent à côté de la catastrophe quand même. Visiblement, oui. Merci beaucoup Quentin, c'est un petit point d'histoire qui ne fait jamais de mal. On va maintenant finir de manière plus légère avec toi Émilie. Tu reviens sur les gros buzz et ce qui a marqué les réseaux sociaux ces derniers jours. Tout à fait. Aujourd'hui, comme on le sait, les réseaux sociaux, c'est sur ces plateformes que la grande majorité des gens s'informent. On va donc revenir sur les grandes infos qui ont tourné ces derniers jours. Tout d'abord, on est obligé de parler des événements du 18 septembre, donc une journée de mobilisation générale. De nombreuses images des manifestations ont été relayées sur toutes les plateformes. À part dans certaines villes où les violences ont clairement été présentes, c'est loin d'être ce qui a été le plus mis en avant. Pour continuer sur un sujet beaucoup plus léger, on va parler concert. Donc plusieurs stades de France ont été annoncés ces derniers jours. On va commencer par The Weeknd, qui a annoncé son stade de France, qui a prêté à de nombreuses réactions et surtout une course à la billetterie. Beaucoup de conseils ont été partagés sur les plateformes. Ce que tu dois savoir pour aller au concert de The Weeknd à Nice et à Paris. Ça y est les amis, c'est officiel, notre star The Weeknd vient d'annoncer sa tournée en Europe et il passera à Paris et à Nice. Après avoir annoncé seulement une date, l'artiste sera présent pour 3 dates au Stade de France et 2 à Nice. Un artiste français dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, a annoncé une date au Stade de France. PLK, tout à fait. Il a annoncé une date en septembre 2026. C'est bon pour nos petites sœurs, elles complexent en petites sœurs, elles refusent de finir seul, on réfléchit mal, mais on réfléchit quand même. Un chauffeur de 3 pilons, je prends le volant et je suis Raikkonen, on n'appelle pas les gens qu'on aime, mais on prend ainsi. C'est une annonce qui avait l'air d'être attendue, quand on voit le temps qu'il lui a fallu pour remplir le Stade de France. 1h30 pour remplir 80 000 places. Donc ça le place en 3e position, derrière Jul et Nino, qu'il avait rempli en un temps record. Il y a une deuxième date en plus, il me semble. Tout à fait, il a annoncé une deuxième date le 4 septembre. Donc un moment, quelque chose où les fans sont contents. David Guetta aussi a annoncé une date le 13 juin 2026. Et au vu de l'affluence, il a annoncé une deuxième date le 12 juin. Ensuite, quelque chose dont on a énormément entendu parler, c'est les Emmy Awards qui ont eu lieu le 14 septembre dernier à Los Angeles. Et c'est pendant cette cérémonie que Owen Cooper, acteur dans la série Adolescence, a été récompensé en tant que meilleur acteur secondaire dans la mini-série Adolescence. Les vidéos et extraits ont inondé les réseaux sociaux, mettant le jeune prodige sur le devant de la scène. Emmy goes to Owen Cooper. I love him. Et oui, c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est le plus jeune à jamais avoir été récompensé. Exactement, il a seulement 15 ans, plus jeune acteur récompensé par un Emmy Awards. Je ne sais pas si vous avez vu la série. Moi non. Moi j'ai vu et j'ai même vu une scène. Je comprends mieux pourquoi il a gagné le Emmy Award. Il a gagné grâce à une scène en particulier, la scène où il s'énerve face à sa psy. On en regarde un extrait. Jamie, if you do not sit... Look up! You want to sit down! You do not tell me when to sit down! You do not control what I... Look at me now!
Il a 15 ans là sur les... Il a seulement 15 ans. C'est impressionnant parce que moi, à 15 ans, j'étais derrière mon ordi à jouer à Fortnite. Mais voilà, donc vraiment c'est rare. On verra ce que ça donne par la suite, mais ça promet de grandes choses. Donc la série en elle-même, elle avait énormément marché lors de sa sortie et elle a une spécificité, c'est qu'elle a été tournée en une seule et même prise, donc ce qui relève d'une prouesse pour la production, mais aussi pour les acteurs. Donc c'est un long travail, je pense. Dernièrement, Hugo Décrypte a fait une annonce, son développement à l'échelle locale. Décision très importante, on quitte Paris et la France, mais pas comme vous l'imaginez. Pour se rapprocher de vous, je suis très heureux de vous annoncer qu'on ouvre aujourd'hui des comptes sur les réseaux sociaux dédiés à Marseille, à Lyon, mais aussi au Québec. Donc Hugo Décrypte, pour remettre un peu de contexte, il a un certain monopole dans l'information sur les réseaux sociaux et principalement pour les jeunes. Cette annonce lui permet de s'implanter directement dans les villes et d'être au plus près de l'action et de ses lecteurs. Ça va forcément lui permettre d'augmenter son audience à l'échelle locale, mais on verra sur le long terme les réels changements que ça engendrera. Enfin, une scène inattendue et qui prête largement à sourire dans les rues de New York. Je ne sais pas si vous savez de quoi je vais parler. C'est Macron. Oui, Emmanuel Macron, tout à fait. Le président français s'est retrouvé bloqué dans les rues new-yorkaises. Et à cause de quoi ? À cause du convoi présidentiel américain. Donc de nombreuses vidéos de Macron au téléphone directement avec Donald Trump ont inondé les réseaux sociaux. I go to the French embassy. No. I'm sorry, I'm president. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a border keep coming right. That's why. I'm sorry. Donc, comme on peut le voir, Emmanuel Macron l'a pris largement à la rigolade. Mais ce qu'il faut se demander, c'est comment Donald Trump l'aurait pris si c'était arrivé dans les rues de Paris. En plus, pour l'image de la France, là, c'est pas terrible. C'est pas super, oui. On va se retrouver dans un bêtisier après. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup à vous quatre pour vos chroniques. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Et on se dit à très vite pour une nouvelle parenthèse.